Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel aparté de l'étape, l'espace de travail des agents publics. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier aparté du mois d'innovation publique 2021. Vous le savez certainement, les apartés de l'étape, c'est un format qu'on propose depuis l'année dernière pour permettre aux agents publics d'échanger avec des experts sur des thématiques relatives au nouveau mode du travail, au nouveau monde du travail. Donc on est à notre 28e aparté aujourd'hui. C'est un format qui s'ancre dans la programmation d'un espace, l'étape dans lequel on se trouve actuellement, qui est le tout premier espace de coworking ouvert à tous les agents publics et qui se situe dans le 9e arrondissement. Et donc on est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 18h. Donc si vous êtes intéressé pour venir poser votre ordinateur entre deux réunions ou organiser une journée de télétravail hors les murs ou mobiliser un espace créatif pour vos équipes projets ou des formations ou des ateliers, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet et à réserver votre espace. En attendant, le sujet du jour, c'est le design thinking, donc la pensée design, et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Olivier Gary, qui est designer de service, fondateur de l'atelier Eco et qui est formateur également. Mais il aura le temps de vous détailler un petit peu ce qu'il fait. On trouvait que c'était assez intéressant de l'inviter aujourd'hui parce qu'on pense souvent au design dans la manière dont on réinvente de jolies chaises ou même dans la fonction publique, la manière dont on essaie de réinventer le service public, mais on a un peu moins l'habitude d'exporter la méthode sur des problématiques plus internes, et notamment des problématiques sur notre organisation, nos services, etc. Donc, on va explorer tout ça avec Olivier Gary. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Je vous laisse la main du coup. On va projeter la présentation en même temps. Bonjour à tout le monde. Surtout, un grand merci de m'avoir invité, de m'avoir contacté pour partager avec vous. Un petit mot sur qui je suis quand même et pourquoi je peux participer aujourd'hui à la 28e édition d'En Aparté. Moi, j'ai un long passé dans la fonction publique, puisque j'étais 20 ans en administration centrale. 15 ans dans les services du Premier ministre, 5 ans au ministère de l'Environnement. Voilà, je suis historien de formation, donc j'ai plutôt des sciences humaines en fait, et pas du tout de l'informatique ou voilà, des choses plus techniques. J'étais longtemps responsable produit, ce qui m'a amené effectivement à définir des produits pour les usagers, notamment en matière numérique. Et c'est ce qui m'a amené tout doucement vers les années 2008 à peu près, donc ça remonte quand même un petit peu, à travailler sur les premières mises en place de la pensée design, du design thinking en France par des consultants, voilà, des sociétés qui commençaient à travailler sur le sujet. Mais moi, j'étais du côté des commanditaires. Et puis, c'est en travaillant sur cette méthodologie que tout doucement, j'ai voulu basculer de l'autre côté, on va dire, de la force obscure, pour faire une reconversion à l'école de design de Nantes et devenir designer de service. Donc, effectivement, le design, comme vous le disiez, il est souvent vu comme du design de produits, beaucoup en design numérique, avec l'UX design notamment. Refaire des sites internet, voilà, avec les usagers, ça paraît aujourd'hui assez commun et pas forcément toujours répandu. Par contre, alors je rappelle quand même pour moi ce que c'est le design, mais ça c'est assez communément partagé. Vous le verrez, il suffit d'aller sur internet, il y a des très bonnes définitions, notamment sur Wikipédia. Le design, pour moi, c'est simplement de résoudre des problèmes qui sont posés à des usagers ou des utilisateurs en fonction d'entités qui souhaitent offrir un nouveau service, repenser leur offre de service, mais aussi repenser éventuellement leur stratégie ou autres problématiques qu'ils ont en interne.
Et l'intérêt du design thinking, c'est surtout de le faire en intelligence collective avec l'ensemble des usagers concernés pour avoir le maximum d'analyse des usages et pas simplement réfléchir par 2-3 experts dans un bureau, comme on peut souvent le faire encore aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de le travailler en intelligence collective avec le regard de tout le monde, en sachant qu'il n'y a pas un regard qui est meilleur que l'autre, c'est simplement des situations d'usage différentes. Voilà. Et puis, comme on le disait, ça peut s'adapter à différents secteurs. Donc, le plus connu, et moi, je travaille là-dessus avec l'atelier Eco, il y a quatre grands secteurs sur lesquels j'applique le design vis-à-vis des partenaires ou des clients. Le premier, c'est le design de produits, assez classique, refaire des produits, trouver une innovation de produits, de services, beaucoup dans le numérique, comme je le disais. Le deuxième, qui est déjà un petit peu moins fréquent, mais qui est quand même assez lié aux produits, c'est on peut passer peut-être sur la slide suivante, celle d'après, voilà, ici. Celle devant, voilà. Je les remonte dans l'ordre inverse de la présentation. Donc, l'autre facette, c'est le design de stratégie ou de politique publique. Donc là, c'est plutôt repenser tout son positionnement ou définir, par exemple, une nouvelle politique publique en matière de transport dans une région, dans un département. C'est des choses un peu plus larges parce qu'il ne va pas y avoir qu'un service ou qu'un produit, mais il va y avoir forcément en sortie plusieurs services et plusieurs produits. Mais là, on reste sur des choses assez classiques. Et puis, les deux autres choses sur lesquelles je suis amené à intervenir, et puis sur lesquelles on pourra partager juste après, c'est à la fois du design de réseau. Alors, le design de réseau, c'est de plus en plus fréquent parce qu'on sait qu'on travaille de plus en plus avec des partenaires, des partenariats, des entités avec lesquelles on travaille classiquement, mais on fait souvent les constats qu'il faut mettre tout le monde en synergie. Et donc, dans ce cas-là, le design s'applique assez bien pour essayer de concevoir une façon de travailler ensemble, se donner un objectif, avec une feuille de route, des actions à mener. Donc là, le design thinking s'applique très très bien à des multi-usagers pour travailler en réseau. Et puis, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est justement de refonder des processus et des organisations en interne. Donc là, on change un peu, je dirais, la typologie des usagers, parce que les usagers, ça va être des usagers extérieurs au service public, notamment voilà, des citoyens ou entre guillemets, des administrés. Mais c'est plutôt travailler avec les gens en interne sur comment leur organisation, repenser ce qu'on peut offrir comme service à ses collègues, par exemple, et donc de travailler à repenser les processus internes et les fonctionnements de structure. Et là aussi, c'est de le penser avec les acteurs eux-mêmes de la structure, les agents, les collaborateurs, et pas simplement le définir par soit des consultants externes qui viennent souvent faire de l'accompagnement au changement en apportant des bonnes recettes qui nous pensent qu'on va pouvoir calquer dans des entités, ou le faire avec simplement, je dirais, les cadres qui sont en charge de ça, mais qui des fois réfléchissent dans leur bureau sans forcément associer tout le monde à la réflexion. Donc, apporter du design dans les processus et les organisations, notamment côté ressources humaines, quand on refonde des services, on réfléchit aussi à la reconversion des gens, à leur évolution professionnelle en fonction des missions qu'on doit accomplir. Là, le design thinking a aussi toute sa pertinence et tout son intérêt pour justement trouver les meilleures solutions. Ce qui veut dire que pour le design, pour moi, il y a plusieurs conditions. Je suis désolé avec le masque pour de temps en temps en parlant, c'est très pratique, mais on va y arriver. C'est que le design, pour moi, il a vraiment un but opérationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de faire un brainstorming avec des post-it en trouvant des bonnes idées et pas être capable de les mettre en œuvre. Donc, ça veut dire qu'à la fois, il faut travailler en amont sur le contexte, toute la phase d'empathie, c'est la phase classique, les 3 phases classiques du design, qui peuvent être découpées en 6 phases selon les écoles. Mais que la première, c'est vraiment toute la prise de connaissance et surtout le partage de tous les points de vue entre les acteurs, pour que chacun comprenne le point de vue de l'autre, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant quand on réfléchit ensemble, parce qu'on n'a forcément pas les mêmes points de vue, de par ses métiers, ses compétences. On n'aborde pas les sujets de la même façon. Moi, je travaille sur des projets en ce moment. C'est sûr qu'entre des techniciens informatiques ou du numérique et puis les agents qui travaillent, les collaborateurs sur les plans de formation ou d'autres sur la communication ou les autres sur les achats et les marchés, quand ils concourent à un même projet, ils n'ont forcément pas le même point de vue sur le projet.
Donc l'intérêt, c'est que chacun comprenne le point de vue des autres, ce qui paraît de bon sens, mais qui n'est pas souvent fait en fait. Et puis de les faire travailler ensemble à bien définir leurs problématiques. Je relisais juste avant de venir, là, tout à l'heure en préparant, une petite définition. Je crois que c'était Einstein qui a dû dire ça, que pour bien résoudre un problème, il passerait 55 minutes à bien définir le problème et 5 minutes à trouver les solutions. Et je pense que la proportion est sans doute un peu exagérée, mais effectivement, je pense que bien définir le problème, bien définir les problématiques qu'on veut résoudre, bah, ça facilite d'autant le fait de trouver des solutions pertinentes, puisque on va, et c'est ça l'intérêt du design pour moi et d'être designer, c'est d'introduire toutes les contraintes du contexte, de l'écosystème qui concourent à une problématique. Par exemple, repenser, je sais pas, une politique de transport. En soi, on peut inventer mille et une solutions, mais c'est sûr que repenser les transports en Rhône-Alpes et repenser dans la Beauce parisienne ou en Corse, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques de contexte, ne serait-ce que géographique. Donc, du coup, il faut vraiment intégrer les contraintes quand on travaille sur les problématiques qu'on a à résoudre. Et ça vaut aussi en interne, hein, l'organisation d'une structure, d'une administration, un ministère, ce n'est pas la même qu'en département ou en région ou dans une communauté, donc une ville, je veux dire. Et donc, du coup, il faut à chaque fois repositionner la problématique dans le contexte. Et puis, l'autre partie, une fois que les problématiques sont bien posées, qui est essentielle pour moi, c'est de prototyper, c'est-à-dire de tester des solutions, vérifier sur le terrain avant de les déployer qu'elles fonctionnent bien, de les tester et donc éventuellement de les corriger, revenir en arrière pour retrouver des meilleures solutions que celles qu'on avait pensées en premier, etc. Donc voilà un peu pour moi ce qu'est le design, c'est bien comprendre le contexte avec les gens eux-mêmes, les faire témoigner sur leurs usages, bien définir des problématiques et ensuite trouver les solutions et les tester, les prototyper en grandeur réelle pour vérifier qu'elles s'adaptent bien au contexte et que ça va pas, c'est des choses que les gens peuvent s'approprier ensuite dans leur quotidien. Donc voilà pour ce qui est de poser le cadre de ce que j'appelle moi, mais en principe ce qui ressort de la pensée design. Et puis après, je peux effectivement vous donner un ou deux exemples un peu plus concrets qui ont été pour moi assez intéressants en cas d'usage. Et puis ça pourra servir de base d'interrogation, de discussion, de questionnement sans problème, de retour d'expérience de votre part. Donc je partirai sur un premier cas d'usage qui est pas le plus simple, mais en tout cas qui est assez circonstancié. J'ai deux exemples comme ça. Ça a été de travailler sur les fonctions d'un centre de documentation ou d'un centre de connaissances, et dans deux environnements, à la fois en ministère et en DDT, direction départementale de territoire. Dans les deux cas de figure, en fait, il s'agissait de services qui devaient se repenser à l'aune d'une réorganisation du service dans l'entité. Une fois, c'était en pleine réorganisation et une autre fois, c'était en sortie, je dirais un peu un bilan 2 ans après une première réorganisation. Et dans les deux cas de figure, en fait, l'idée, c'était de se dire que les missions devaient évoluer, ce centre de documentation, avec des contraintes différentes dans les deux cas. Dans le premier cas, c'était très clairement une réaffectation d'effectifs. Donc, dans ce cas-là, c'était comment on rend les mêmes services, ou on repense en tout cas les services offerts par le centre de documentation avec une réduction d'effectifs. C'est jamais évident à aborder comme ça, on le sait bien dans le contexte des réductions d'effectifs dans la fonction publique. Et puis le deuxième cas, c'est une réorganisation qui avait déjà eu lieu avec la mise en place d'un centre de connaissances qui devait ensuite contribuer en fait à des études, à de la connaissance, d'apport de connaissances pour des services métiers, et que 2 ans après, le constat était fait que ça n'avait pas complètement abouti, qu'il pouvait y avoir des doublons de fonctions entre des services métiers et des services de connaissances. Et là, l'idée, c'était de faire travailler les gens à la fois du centre de connaissances, mais des services qui étaient leurs clients internes, on va dire, même si on veut basculer sur un langage plus du monde du privé. En tout cas, ils avaient des clients ou des utilisateurs qui étaient les services métiers. Et donc, l'idée, c'était d'associer tout le monde autour de la table pour voir quel était le meilleur service à rendre, la meilleure organisation pour éviter les doublons, que ce soit le plus efficace. Alors, évidemment, avec un but commun, c'était de servir les usagers extérieurs de la DDT. Donc, en fait, ça en était, je dirais, à double détente. C'était mieux repenser l'organisation interne pour mieux servir les usagers finaux,
mais il y avait tout un travail interne de partage de connaissances, d'échange d'informations qu'il fallait optimiser. Et donc là, on a travaillé en design en atelier pendant 2-3 jours, à faire travailler les gens sur, déjà leur analyse, le constat, c'est-à-dire comment fonctionne, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, évidemment, ça suppose que tout le monde mette un peu son ego de côté, et son ego de service aussi, parce qu'on se dit les choses clairement pendant cette phase d'atelier. C'est-à-dire que les gens disent bah non, ça ne marche pas, nous, on n'est pas content de ce que vous nous offrez. Les autres, service de connaissance pouvaient dire bah nous, on ne comprend pas, vous ne faites jamais des demandes, etc. Donc, on se dit un peu les choses ouvertement, mais ça permet que tout le monde, et ça dans un contexte évidemment bienveillant, on n'est pas là pour critiquer systématiquement l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde comprenne pourquoi ça fonctionne mal et parce qu'il y a toujours des raisons. Donc, c'est comprendre le point de vue de l'autre pour mieux comprendre pourquoi il ne rendait pas forcément le service qu'on attendait de lui. Des fois, c'est beaucoup de non-dits, tout simplement. Des gens qui ne prennent pas le temps de se parler ou qui ne trouvent pas le temps de faire des points réguliers entre des actions. Donc, ça permet de mettre tout ça à plat pour ensuite basculer sur qu'est-ce qu'on pourrait inventer de mieux, comment ça pourrait être organisé. Et on travaille sur des choses très précises, c'est-à-dire qu'on va aller concrètement dans le détail d'un processus de fabrication de l'information, par exemple, ou d'échange d'informations, savoir qui intervient, pour qui, pourquoi faire, avec qui, et qu'on essaye d'optimiser les choses en fonction du contexte des personnes qui travaillent. L'autre, je dirais, condition pour que ça réussisse, alors surtout sur des processus internes, c'est qu'il y a un portage, je dirais, de la direction, ou en tout cas de la hiérarchie, qui soit très volontariste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas travailler des gens comme ça sur des réorganisations sans qu'il y ait un aval au moins sur la méthode de la direction pour pouvoir faire collaborer les gens ensemble. Sinon, on reste dans l'alibi, on reste dans le faire-valoir ou de la pseudo-expérimentation, mais ça n'aboutira pas derrière. Donc, l'une des conditions, c'est aussi d'avoir les coups des franches de la part de la direction pour aller jusqu'à proposer des solutions et être capable de les mettre en place. C'était un petit peu la difficulté dans le cadre de l'organisation où on intervient pendant la réorganisation, parce que là, on demandait aux gens de réinventer leur service en essayant de se projeter dans une situation dans laquelle ils ne seraient peut-être même plus dans le service. Donc, c'est assez… Alors, conceptuellement, on peut se dire chacun est suffisamment intelligent pour prendre un peu de recul sur ses pratiques. Mais dans le quotidien du travail, dans une organisation, on sait bien que c'est hyper difficile, ne sachant pas où on va atterrir dans une organisation, de travailler sur comment réinventer l'organisation. C'est quand même un exercice de style un peu compliqué, même pour un cerveau très déconnecté ou qui prend beaucoup de recul. C'était quand même un enjeu assez difficile pour les acteurs d'inventer un service étant dedans, mais n'y étant pas peut-être 3 semaines après. Là, c'était l'exercice un peu compliqué. Donc, c'est vrai que c'est plus facile a posteriori d'une organisation ou avant la réorganisation que pendant la réorganisation. C'est sûr que c'était quelque chose d'assez compliqué. Mais dans tous les cas de figure, c'est quelque chose, en appliquant les méthodes de design qu'on connaît par ailleurs sur des nouveaux produits, là, on invente un nouveau service, mais c'est du service interne. Le deuxième exemple, le deuxième cas d'usage, qui est 8 ans à la ligne, prend un peu plus de hauteur. Ça, c'est une mission qu'on m'avait demandé quand je suis arrivé au ministère. En fait, c'était de faire basculer toute l'entité en pensée design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais là, je ne vais pas tous ceux qui sont aujourd'hui dans des fonctionnements publics ou privés d'ailleurs, c'est une culture assez française, on est quand même dans du management qui reste basé beaucoup sur le vertical, avec des hiérarchies, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs, et puis des personnes dans les services qui travaillent sur tel type de métier. Alors évidemment, notamment dessus le numérique, on a mis du matriciel de plus en plus du mode projet, c'est-à-dire que des équipes qui ne sont pas forcément dans les mêmes entités ne peuvent concourir à un même projet, donc ils vont travailler en mode projet transversal avec un chef de projet, mais ça reste quand même soumis dans une organisation verticale, le plus souvent, avec des services, des départements, une organisation classique. Et puis, avec d'un côté les services métiers, de l'autre côté, on appelle ça les services supports, où on trouve les RH, l'informatique éventuellement, les achats, les marchés, etc. Bref, une organisation assez classique. Et là, ce qu'on essayait d'introduire, là aussi porté par la direction,
c'était en fait de passer en design management. Alors, design management, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les projets qui devaient être lancés, que ce soit des projets internes, des usagers publics extérieurs, devaient se faire systématiquement en mode design. C'est-à-dire que l'idée, c'était un peu comme quand vous faites du traitement de texte. Quand vous tapez sur ordinateur un texte, vous utilisez un logiciel de traitement de texte. Et ben là, l'idée, c'est que pour faire du projet, on ne pouvait pas faire du projet sans faire du design de projet. Ça devait devenir la règle de fonctionnement de tous les projets. Donc, ça veut dire un basculement, un changement de pratique de culture de toute l'entité, pour basculer sur un mode beaucoup plus agile, en innovation, entre guillemets, mais en tout cas en pratique collective d'interrogation et de conception de projet. La petite difficulté supplémentaire, mais qui était, je dirais, intrinsèque, c'était de travailler ce basculement en mode design en le faisant en mode design. C'est-à-dire de faire que les gens inventent eux-mêmes le fonctionnement en mode design et pas simplement se prendre je sais pas, la Bible du design thinking et puis l'appliquer en disant c'est ça qu'il faut que vous fassiez. L'idée, c'était que les gens se réinventent eux-mêmes et trouvent les meilleurs moyens de fonctionner en mode design. C'était un peu une mise en abîme quand on a fait travailler les gens dessus, de comprendre qu'ils étaient en train de travailler sur leur mode de fonctionnement dans un nouveau mode de fonctionnement. Mais c'était assez ludique en fait, globalement. Et puis ça a permis surtout de faire monter en compétence des gens. Je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes, c'était sur volontariat, pour les faire monter sur les techniques de design. Ça a été l'occasion aussi de faire de la formation interne à un peu de cours, parce qu'en fait on l'a fait par la pratique. Moi j'aime bien la pédagogie inversée. Donc en fait, il y a eu des volontaires qui se sont désignés à travers tous les services. Et puis, ça a permis de les faire travailler eux-mêmes sur le design pour penser comment on allait travailler en design dans l'entité. C'était un peu récursif, ça a duré un mois et demi de formation comme ça, mais par le projet direct. Et ça a permis concrètement de produire pour la direction, parce qu'on avait quand même une commande initiale qui était de produire des recommandations pour passer un mode design. Et donc, ça a permis, au bout d'un mois et demi, de donner un livrable et des recommandations à la direction pour ensuite les mettre en place à grande échelle dans l'entité. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment une mutation des pratiques d'encadrement. Alors, je vais caricaturer un peu, mais des fois, on n'est pas très loin de caricature encore dans certaines entités. C'est-à-dire qu'il fallait passer d'un mode, je dirais, d'encadrement par le haut, vertical, top management, et intermédiaire, pour un pilotage beaucoup plus centré usager, et usager interne ou usager externe, peu importe, mais d'essayer de justement inverser la vapeur et de travailler systématiquement avec le regard des usagers ou des utilisateurs. La condition pour ça, bien évidemment, c'est là, une fois de plus, d'avoir, là pour le coup, c'est juste indispensable, c'est d'avoir un fort portage hiérarchique de la direction, puisque là, on fait basculer toute une entité sur l'ensemble des services dans un autre mode de fonctionnement, et que là, si ce n'est pas porté longtemps dans le temps, parce que c'est quand même un changement de culture, ça se fait en 3 jours, là, c'est très difficile d'y aboutir aussi si on n'a pas un portage fort avec une vraie volonté d'y arriver, et là aussi, pas simplement un effet un peu d'exemplarité ou démonstration pour dire on fait l'innovation pour faire l'innovation, mais qu'il y a une vraie volonté de changer les pratiques de fonctionnement. Voilà un peu les deux cas de figure que je voulais partager avec vous ce matin sur un autre aspect du design qui est moins connu, parce que moins vendeur, peut-être, ou plus compliqué à mettre en place, c'est celui du fonctionnement en interne qui touche beaucoup plus les questions peut-être RH que du design de produits ou du design de services plus classiquement, de stratégie, de repositionnement qu'on trouve dans le monde public ou dans le monde privé. Mais ces changements, je dirais, internes de processus ou de fonctionnement sont de plus en plus, alors ils ne sont pas forcément identifiés tout de suite par les entités elles-mêmes, c'est-à-dire que cette culture et cette pratique de se repenser soi-même avec les acteurs internes, n'étant pas une culture forcément très partagée et développée, ça ne vient pas forcément même à l'idée qu'on puisse le faire comme ça. Donc souvent, on fait encore appel à des cabinets de consultants, je dirais, en accompagnement au changement, des choses assez classiques, qui vont faire peut-être du travail de design aussi sans le dire. Ils vont aller interviewer les gens, ils vont regarder comment ça se passe. Mais de là à ce que ce soit pris à 100% en charge par les agents eux-mêmes dans la réflexion, les problématiques et les solutions, ça ne vient pas forcément à l'idée et on trouve pas beaucoup de choses encore dans des cahiers des charges, par exemple,
ou des appels à projets sur cette application du design dans des refontes de processus internes. Là, on en a vu passer à l'atelier éco récemment sur une entité publique. Alors, je ne sais pas nous comment marcher, hein, on ne peut pas gagner à chaque fois, mais l'idée, c'est d'appliquer la charte de l'État, la charte rédactionnelle de l'État, qui est un document réglementaire obligatoire pour les administrations. Un référentiel, pardon. Et là, l'idée, c'était que l'entité en territoire souhaitait que cette appropriation de la charte de l'État se fasse en design thinking par une centaine d'agents dans l'entité. Donc, il y avait une vraie volonté de la direction de cette entité d'utiliser le design thinking comme méthode d'appropriation pour les collaborateurs de l'entité, donc une centaine d'agents, hein, quand même, ce qui n'est pas mal. Ce qui veut dire qu'ils vont, dans les mois à venir, basculer justement sur un fonctionnement en design à grande échelle l'ensemble de l'entité. Donc ça commence à percer, où il y a vraiment des demandes, des gens ont compris l'intérêt du design thinking et le positionnent très clairement dans le cahier des charges, mais ce n'est pas encore souvent le cas sur les processus. Peut-être une question avant l'échange. Sur le deuxième cas d'usage que vous citiez, on sentait que la volonté politique était assez forte, et du coup, le projet était très global. Qu'est-ce qui est advenu des livrables qui ont été produits au bout de ce mois et demi de travail? Est-ce que ça a été mis en place ou finalement il y a eu d'autres obstacles pour rencontrer les équipes en interne? Alors, moi, le bilan, on va dire, il est mitigé, mais dans un premier temps, oui, les livrables ont donné lieu en tout cas, à confirmer que c'était possible, déjà. C'est quand même une chose, puisque l'idée, c'était quand même de tester, hein, de voir si potentiellement, sur une échelle, on était à peu près 400 agents dans l'entité. Donc, est-ce que à cette échelle-là, c'est déployable? Donc, là, l'idée était déjà, c'était de tester. Donc, ça, les tests ont été concluants et c'était faisable. Ce qui a permis de donner en fait le feu vert, je dirais, de la part des chefs de service, des responsables à leurs équipes. Alors, pas sur une obligation, parce que l'obligation, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça ne marche jamais. Hein. Il faut que les gens s'approprient, s'embarquent dans l'aventure. Donc, ça ne sert à rien d'obliger les gens à faire quelque chose. Mais en tout cas, il y avait très clairement l'autorisation aux agents qui géraient des projets, donc des services à penser ou à réinventer. Ils avaient la possibilité très clairement de passer en mode design. Et ça a donné lieu aussi à la constitution d'une équipe que je pilotais. Hein. J'ai eu la chance pendant un an et demi d'avoir 3-4 personnes avec moi, où on était en appui des responsables projets qui voulaient basculer en mode design. Donc pendant le temps où j'y étais, on a pu mener, moi j'ai dû mener pas loin d'une soixantaine de projets en mode design dans l'entité. Donc, ça a permis quand même plus que de faire de la démonstration, je veux dire, au cas par cas. Et surtout, ça a permis, et c'est une chose qui est importante, je pense, dans les réflexions sur tout ce qui est laboratoire d'innovation, etc., où on se pose toujours la question des moyens, en se disant on ne pourra jamais absorber tous les projets. Donc, on met des espèces de critères de sélection, trentaine de quel projet, etc. Là, le fait de pouvoir déployer ça avec une équipe au plus près des agents, et non pas sur un laboratoire extérieur, c'était vraiment visuellement marqué, je dirais, ben, ça a permis de ne pas se poser la question, en fait. C'est-à-dire qu'on était 3-4 dans l'équipe, ce qui fait qu'on n'a jamais refusé des projets. Donc, en fait, il n'y a jamais eu de personnes qui se sont senties ou laissées pour compte, ou en se disant, tiens, mon projet n'est pas suffisamment intéressant pour passer dans un mode d'innovation, etc. On ne voulait pas créer de frustration, en fait. L'idée pour moi, c'était important, c'est que tout le monde, quel que soit son projet, soit en mesure de changer ses habitudes de fonctionnement en conception de projet. Donc ça a fonctionné pendant plusieurs mois. Après, la difficulté, après, je dirais, c'est la vie hein, des organisations, c'est que la direction a changé, les priorités ont changé et que le design au changement de direction n'a plus été porté comme il était précédemment. Ce qui fait que je pense que le soufflet est un peu retombé depuis en termes d'ampleur. Après, il y a quand même eu des cultures qui se sont mises en place et je pense que tous ceux qui ont travaillé en mode design en tant que chef de projet ont pu trouver en interne du ministère d'autres entités qui pouvaient les accompagner, mais que je pense qu'en termes d'ancrage et de culture, tout le monde a bien vu l'intérêt de travailler avec les usagers
et une vraie différence avec comment ça peut fonctionner par rapport à des modes de traditionnels. Après, effectivement, il faut avoir les moyens et de pouvoir avoir au plus près, en fait, je dirais, de ces pratiques quotidiennes, des équipes en appui qui peuvent aider sur la communauté. C'est un facteur clé de succès pour vous d'avoir cette équipe, vous étiez 3-4 à l'époque. Moi, je pense que c'était des vraies discussions qu'on avait eues, parce que j'étais dans un ministère qui avait aussi des cellules d'innovation, je pense, transversales à l'ensemble des directions, et c'est des vraies discussions qu'on avait eues sur comment passer à l'échelle. Et moi, je reste persuadé que, en fait, il faudrait presque dans chaque direction, qu'elle soit au niveau régional, au niveau central, etc., il y a systématiquement des designers, j'en sais rien, mais en tout cas des gens qui travaillent sur l'intelligence collective, qui soient au plus près des agents. En fait, d'avoir un labo extérieur qu'on peut, même interministériel, ça existe, c'est très bien, ça donne des lieux aussi de confronter avec d'autres réalités, ça permet des échanges, etc. Mais ça ne permettra jamais de répondre au nombre de demandes. Donc, en fait, je pense qu'il y a un moment, c'est une question de stratégie, il faut savoir ce qu'on veut, et si on veut changer de mode, je pense qu'à un moment, il faut avoir des équipes au plus près des entités pour pouvoir justement ne pas laisser des gens sur le côté et de se dire, tiens, d'un côté, on a des innovateurs, et puis on a d'autres, les trois quarts, qui restent sur du fonctionnement plus classique, parce que ça crée une espèce de discrimination, mais aussi de ressenti, je dirais, mal vécu par les agents eux-mêmes. Parce que je suis mon projet, tiens, il n'est pas intéressant, ou je ne suis pas le profil. Donc, moi, je suis un peu relégué dans l'innovation. Et là, on est dans le monde de l'innovation publique. Et moi, j'avais, il y a quelques années, c'était une semaine de l'innovation publique à l'époque, au tout démarrage. J'avais pu intervenir en disant même que moi, je n'aimais pas ce mot d'innovateur. En fait, tout simplement parce que l'innovation, on n'est pas forcément là pour innover, et ça, je reviens sur le design. Parce que pour le design, on est là pour résoudre des problèmes. Après, les solutions qu'on apporte pour résoudre des problèmes, selon les contextes, les solutions vont être innovantes ou pas innovantes. Il y a des choses qui sont pratiquées ailleurs qu'on n'a jamais pratiquées chez soi, qui vont tout à fait répondre aux problèmes. On n'aura rien inventé du tout, mais ce n'est pas grave, puisque l'essentiel, c'est de résoudre des problèmes. Donc, et puis cette façon de discriminer les agents en disant vous faites partie des innovateurs et puis vous pas du tout, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que voilà, on n'a pas été sensibilisé, peu importe les raisons. Je trouve ça assez stigmatisant en fait, pour les agents d'être d'un côté ou de l'autre de la barrière de l'innovation ou pas de l'innovation. Pour moi, il n'y a pas d'innovation en tant que telle. La seule innovation, c'est résoudre des problèmes. En fait. Après, avec des méthodes innovantes ou pas, ça, bien entendu, notamment avec le numérique. Mais on peut très bien résoudre des problèmes sans rien réinventer du tout. Et ce qui compte, c'est de satisfaire les usagers qui sont en termes de Je vous propose maintenant, du coup, aux questions, aux remarques ou aux interventions des participants. Donc, les participants qui sont en visioconférence et une partie qui est sur place. Pascal, Caro, je ne sais pas s'il y a des choses qui font écho chez vous, qui suscitent des interrogations ou des questions. Pascal, peut-être? Ah, eh bien, Pascal. Ah, mince. Moi, j'ai une question pour vous. Pour le coup, à l'étape, vous avez cette problématique, justement, ou qui vous a remonté soit directement, soit indirectement, justement, d'agents qui souhaiteraient avancer sur des projets, mais qui n'ont pas les moyens ou pas, justement, les personnes ou les méthodologies qui les accompagnent pour pouvoir basculer. Est-ce que vous avez un retour de... Nous, c'est effectivement des demandes qui nous arrivent. Alors, pas forcément à l'étape, mais globalement à la préfecture de région, parce qu'on a la chance d'avoir un service de modélisation de l'État avec une équipe dotée pour accompagner des équipes sur leurs projets innovants, mais qui est limitée en ressources humaines et financières. Donc, effectivement, il y a souvent des services qui font état de difficultés liées à l'organisation,
à la charge de travail ou à la manière de fonctionner avec d'autres services aussi. Et qu'on n'est peut-être pas toujours en mesure d'accompagner au moment où il y a une problème. C'est pour ça que c'est assez intéressant de se dire que c'est peut-être quelque chose qui doit infuser dans l'organisation un peu par capillarité. Du coup, quel conseil vous pourriez donner à qu'on soit chef de service ou agent vis-à-vis de ses collègues pour essayer d'insuffler comme ça cette culture du... Moi, je suis assez partisan, mais ça va avec ta façon de travailler. Moi, je suis partisan de faire, en fait. Ouais. Donc, effectivement, si on veut changer ce genre de pratique, l'idée, c'est d'avoir une réflexion. Alors ça, je pense que c'est pour le coup vraiment des réflexions qui relèvent du management, le management intermédiaire, chef de service, chef de département, peu importe. C'est d'avoir un peu cette réflexion à 2 temps ou 3 temps sur un même projet, c'est-à-dire de trouver un projet qui s'y prête, que ce soit interne ou externe, voilà, qui va mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur des choses assez, qui font sens commun, en fait, qui ont une espèce de consensus. Mais essayer de profiter de ce projet pour pas que ce soit juste du one shot, c'est-à-dire de se dire tiens, on a fait un projet et puis on retourne à nos habitudes au lendemain du projet. Le projet peut être court ou long, peu importe. Mais c'est de se dire qu'on profite du projet, et ça fait peut-être partie aussi des cahiers des charges, dans le cahier des charges, quand on range le genre de consultation. C'est de se dire, on profite de ce projet pour former nos équipes à ce mode de fonctionnement. Parce qu'en fait, pour être designer, je dirais presque tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire, c'est pas un métier technique au sens, je suis ingénieur en chimie, bon, voilà, c'est aucune connaissance, ça va être compliqué. Designer, à partir du moment où, alors évidemment, ça demande un peu de connaître les outils, les méthodologies, mais c'est pas du tout inabordable, surtout qu'en plus, c'est largement documenté aujourd'hui sur Internet. L'idée simplement, c'est surtout l'ouverture d'esprit, l'empathie, et puis aimer travailler sur la diversité de projets, c'est-à-dire ne pas se cantonner sur un type de projet ou un type de problématique. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'agents qui sont capables de monter sur, alors peut-être pas en le faisant au quotidien, parce que ça demande aussi un investissement, mais de le faire régulièrement, de pouvoir gérer des projets en méthode, je dirais plus largement, d'intelligence collective. Donc l'idée, c'est peut-être qu'à l'occasion d'un projet, on influe dans le cahier des charges, on met dans le cahier des charges aussi de ceux qui vont accompagner ce projet. Alors ça peut être des cahiers des charges pour l'interne, sur des laboratoires, etc., interne ou par des consultants externes, mais c'est d'embarquer une partie transfert de compétences dans le projet, de façon à ce que les équipes, parce qu'on sait bien qu'une personne a les moyens à chaque fois de faire un projet, de lancer une consultation, de prestataire extérieur, de le faire une fois dans l'année. Si on l'a déjà une fois tous les 2 ans, c'est pas mal, donc on ne va pas faire chaque projet. De toute façon, on ne pourra pas le faire. Donc, et on aura, même si on a un laboratoire interne, vous le dites, une équipe d'innovation en interne sur des grosses entités, elles sont vite saturées par les demandes. Donc, à un moment, de toute façon, on ne peut pas répondre non plus en interne à la demande. Et donc, l'idée, je pense que c'est vraiment d'avoir, mais à l'occasion de projet, je pense que de la formation hors sol, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on ne pratique pas directement sur un projet, on peut aller faire une formation. On a fait sur une reconversion. C'est sûr que si on est par exemple au projet, on a tout dans la tête, mais en fait, on ne sait pas comment ça se passe dans la vraie vie. On est dans un atelier avec 30 personnes à gérer sur une journée ou 2 journées de sprint. Donc, en fait, c'est à l'occasion de projets, de vrais projets, de peut-être d'embarquer justement du transfert de compétences. Et puis, ça va accrocher sur certains, et puis peut-être moins à d'autres. Ça dépend des personnalités, des tempéraments. Mais de faire en sorte que dans les équipes, il y ait des référents intelligence collective, au sens large, qui vont permettre sur peut-être des micro-projets, on va pas faire des projets démentiels à chaque fois, mais qui vont justement, au fur et à mesure, en tout cas, se poser des questions en notre design. Quand il y a un problème qui survient dans l'entité, que ce soit sur l'organisation interne ou sur des demandes de services ou de collaboration avec d'autres services dans l'entité, mais c'est au moins d'avoir le réflexe de se poser les bonnes questions en design. Une grille de lecture. C'est ça, une grille de lecture qui n'est pas la grille de lecture traditionnelle, mais de se poser des questions basiques. Qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment, une question de base
connaissent bien tous ceux qui animent des ateliers d'intelligence collective, mais qu'il y ait ce réflexe chez 2-3 personnes dans le service et que ça, progressivement, ça va infuser et que naturellement, en fait, on passera en mode design sans être designer soi-même. Hein, c'est comme ce jour-là, on peut trop sans savoir. Je pense que ça, à l'occasion de projets avec du transfert de compétences, ça me semble être une méthode la plus pertinente et surtout la plus durable. Parce que l'idée, c'est pas de faire juste, tiens, on voit comment ça se passe une fois, après il ne se passe rien pendant un an, et c'est au bout d'un an et demi qu'on recommence un projet de design. Ça permet de le faire, tant mieux, hein, pour le projet lui-même. Par contre, sur le long terme, ça permet de faire des identités dans un monde de une question, effectivement, je trouve que l'analyse en mode design, c'est une très intéressante, effectivement, sur les grands projets d'envergure au niveau du service. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose sur le pragmatisme à recréer et aussi sur les petits irritants de la vie. Et je trouve que sur ces solutions-là, le retour utilisateur et l'analyse du besoin utilisateur à très court terme peut être en fait un outil particulièrement puissant pour pouvoir résoudre en fait les petits irritants du quotidien. Et ça permettrait peut-être effectivement, comme vous le dites, d'infuser de manière assez régulière et de manière très pragmatique et sur du court terme. Et ça donne de la visibilité aux solutions qu'on peut proposer aux usagers ou même en interne sur des petites solutions. Comme vous dites, et je suis entièrement d'accord, ce n'est pas forcément des grands plans sur la comète qu'on est obligé de faire, mais peut-être justement traiter avec la stratégie des petits pas, des petits irritants. Et je trouve que pour le coup, le design thinking s'applique complètement à ce sujet-là. Du coup, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait justement faire je prends ma parole, mais qui voudrait traiter justement des petits irritants comme ça? Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur un mini cahier des charges avec toutes les questions qu'on va se poser, quel que soit l'irritant qu'on peut rencontrer ou qui nous est remonté par les usagers? Je dirais que sans aller jusqu'à du cahier des charges, hein, parce que ça commence à être du formalisme un peu lourd. Voilà. Mais non, mais je pense que pour le coup, pour le coup, alors moi c'est aussi pour ça que, notamment sur l'atelier éco, mais pas que, puisque je le faisais avant, j'aime bien travailler, alors je peux travailler sur des missions longues, hein, là ça va être le cas sur la compagnie un service de l'État pendant 6 mois, donc ça va être une mission un peu longue. Mais j'aime bien travailler, alors c'est aussi, on ne va pas se le cacher, hein, pour des raisons de moyens des entités elles-mêmes, hein, mais travailler en mode sprint, hein, c'est-à-dire faire des sessions d'ateliers qui peuvent durer une demi-journée, une journée grand maximum. Ce qui fait que sur des petits... Et là, on peut même traiter des grandes questions, hein, sur une journée, hein, quand on s'y prend bien, mais bon, ça demande un peu d'expérience. Par contre, sur des projets, comme vous le dites, je dirais un peu du quotidien, de la vie d'un service ou d'un problème d'identité, etc. Voilà. En fait, il ne vous faut pas grand-chose, hein, il suffit et puis c'est en le faisant en plus qu'on apprend. Hein. De toute façon, en fait, il ne faut pas avoir peur de l'échec du tout quand on parle d'échec, parce que de toute façon, je pense que c'est une méthode qui n'échoue jamais. En fait. Moi, les clients sont toujours un peu étonnés quand je leur dis qu'il y a 0 chance d'un succès. Pourquoi il y a 0 chance d'un succès, même si on est sur des projets modestes? Non, mais ça paraît bizarre, hein, mais il y a 100% de réussite pour être plus positif. C'est parce qu'à partir du moment où vous jouez vraiment le jeu de faire, comme vous le dites, du retour d'expérience et du retour d'usage, des gens qui sont impliqués eux-mêmes, qui partagent ça collectivement, mais avec un vrai partage. C'est pas simplement de faire je suis gentil, je suis bienveillant à côté de mon camarade, mais c'est vraiment d'échanger des pratiques. Et qu'ensemble, ils se posent les bonnes problématiques. Et ça, je pense que c'est l'une des phases qu'on néglige souvent, c'est de bien poser les problèmes et surtout d'y inclure les contraintes. Parce qu'on ne réfléchit pas sur la Lune, hein, on n'est pas Thomas Pesquet qui est revenu l'ISS. Hein. Donc les solutions, elles peuvent s'appliquer sur la Lune. Et donc, à partir du moment où on implique bien les contraintes, et dans un service au quotidien, il y a des contraintes qui ne sont pas celles du service d'à côté ou de l'entité d'à côté, et qu'on prend bien ça en compte, en fait, on trouve toujours des solutions. À partir du moment où les problèmes sont bien posés, et surtout des solutions opérationnelles. C'est là-dessus que j'insiste. C'est que moi, mon travail, ce que je demande toujours aux commanditaires, ou quand j'étais en ministère, à ceux qui viennent voir, c'est tu veux quoi comme livrable à la fin qui soit concret dès le lendemain et opérationnel à mettre en place? Moi, c'est ma question de base. C'est à quoi tu veux aboutir? Est-ce que tu veux sortir un cahier des charges pour lancer une consultation? Est-ce que tu veux que ton service il fonctionne et aboutisse à tel résultat? C'est quoi tes objectifs à court
terme et qui soit tout de suite mise en place. À partir du moment où on sait à quoi on doit aboutir et qu'on a bien fixé les contraintes et partagé la culture commune, on trouve toujours des solutions. Elles ne sont peut-être pas super innovantes, elles ne sont peut-être pas mirobolantes, mais on va vraiment aboutir au résultat et on va donner satisfaction aux deux parties, c'est-à-dire à ceux qui ont besoin de réinventer leur service, aux commanditaires, parce qu'il va avoir ses objectifs réalisés, opérationnels, etc., concrets. Mais on va donner satisfaction aux usagers du service, qui sont internes ou externes, parce qu'ils auront participé à l'élaboration de ces solutions et donc ils vont se les approprier, elles ne seront pas imposées. Et là où on gagne beaucoup dans le design de service, et comme on dit à très petite échelle, ça se voit tout de suite, c'est qu'en fait, l'appropriation, on a l'impression que ça prend un peu de temps, cette phase de brainstorming, de réflexion collective. Par contre, on gagne énormément de temps en mise en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se sont appropriés eux-mêmes des solutions, les ont inventées eux-mêmes dans leur contexte, après, à moins d'être schizophrène, c'est ce que je dis toujours, quelqu'un qui a participé à la conception de projet, et puis, je ne sais pas, parce qu'il y a un peu de délai entre la réflexion et la mise en place, 3 mois après, il doit mettre en place la solution, à moins d'être complètement schizophrène et en disant « mais non, mais je n'étais pas à cette réunion, je ne connais pas les solutions que vous mettez en place alors qu'il y a participé », c'est difficile de dire « tiens, je dois mettre en place quelque chose et je ne suis plus d'accord avec ce que j'avais dit pendant l'atelier, auquel j'ai participé ». Donc, du coup, le fait de participer à la conception des solutions, là, on gagne énormément de temps en mise en place derrière et en réussite de mise en place, parce qu'on sait que les solutions trouvées, elles vont répondre au contexte, à la culture des gens, à leur maturité aussi dans cette culture. Mais on sait en tout cas que ça va marcher, ça va être mis en place. Parce qu'on a tenu compte des contraintes, on a tenu compte de tout l'environnement, ce que j'appelle leur écosystème, qui fait que la solution va vraiment être applicable dans leur environnement et pensée. C'est difficile de se rappeler. Mais oui, non, sur des projets très petits, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de petits et de grands projets, il y a juste des problématiques qui se posent au quotidien. Alors, vis-à-vis des usages extérieurs, ça peut prendre une grande ampleur comme la création d'un site web, par exemple. Mais sur des fonctionnements entre deux services qui dialoguent mal, tout simplement, ou refondent un processus pour que tout soit plus efficace. En une demi-journée, on peut trouver des solutions assez facilement. Il y a quelques outils comme ça sur le design thinking. Il y a toute une panel d'outils qu'on peut utiliser, mais il y a des choses assez simples, ne serait-ce que poser les bonnes questions, qui, quoi, comment, pourquoi, où et quand. Une fois qu'on essaie de répondre à ces questions-là, même de façon basique, avec des post-it à chaque fois, déjà, ça permet de faire des grands pas et de trouver des solutions assez pragmatiques. Avec les bonnes personnes autour de la table. Alors surtout, les bonnes personnes, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne personne. C'est comme les personnes éclairées ou voilà. En tout cas, les personnes qui sont concernées de tout. Ouais, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'avoir l'exhaustion. Alors, c'est souvent la question qu'on me demande pour les ateliers, mais qui on doit faire participer. Moi, je réponds toujours, on n'est pas des statisticiens à essayer de représenter statistiquement les populations. Donc, pour moi, ce n'est pas ça le design. Le design, c'est essayer, et pas forcément avec un grand nombre, mais de représenter tout l'éventail des usages possibles. Voilà, et des points de vue possibles. C'est ça le plus important. C'est qu'on n'oublie pas des points de vue qui peuvent être essentiels pour la réussite du projet. À partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'être des descends. Je veux dire, parce que les usages, en fait, on se rend compte qu'à travers je fais la différence entre usage et usager. Sur deux plans, c'est qu'on peut avoir plusieurs usagers dans le même usage. Ça, c'est une première chose. C'est pas la peine de tous les faire venir parce qu'il faut des hommes, des femmes, des petits, des grands, des gros, des maigres, etc. Ceux qui ont le même usage d'une chose et on se moque un peu de leur genre, de leur style, etc. Un peu de qui ils sont. Mais c'est de leurs usages qu'on va faire témoigner. Et puis l'autre aspect, c'est que je différencie l'usage et l'usager. Parce que, et ça je le vois souvent sur des refontes de sites web notamment, c'est qu'on peut être un usager avec différents usages selon les moments de la journée. Quand on est au travail, on peut avoir un usage, puis le soir chez soi avec ses enfants pour dans sa vie perso, on a un autre usage, et puis avec des amis un autre usage du même service en fait. Donc on peut avoir en tant qu'usager un regard multi-usage. Donc ce qui compte, c'est vraiment de travailler, je pense, sur les usages, et après on fait venir les usagers qui représentent ces usages, c'est surtout ça qui est important. En termes de conseils, c'est voilà. Donc, dans une entité, c'est veiller à ce que on n'oublie personne et que même des fonctions qui ont l'air comme ça très techniques ou très pointues sur un sujet, en se disant bon ça on sait comment ils travaillent, non, on ne sait jamais comment les gens travaillent. En fait, il faut que tout le monde participe. Il
peu importe la hiérarchie, peu importe la position qu'on a dans la structure. Moi, j'ai toujours, quand les gens me disent non, mais nous on sait, on connaît bien nos agents, on peut témoigner pour eux, moi ça me fait toujours peur. Je pense qu'on ne sait jamais quelle est la réalité des gens en fait, dans le usage quotidien. Et puis si on veut passer le cap de l'appropriation, je ne vois pas comment on peut imposer des choses aux gens en leur disant tiens, on a pensé pour toi, on a pensé que c'était ça mieux pour toi, sans avoir consulté. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être des éléments qu'on aurait oubliés dans la. Non, pas forcément. Je dirais que aujourd'hui, comme je disais, je pense que c'est assez abordable pour tout le monde, d'autant plus quand même que la littérature là-dessus est quand même aujourd'hui très fournie. Donc on peut, il ne faut pas se dire tiens, j'ai pas les compétences ou je ne sais pas faire. À partir du moment où on associe le maximum de personnes, comme disait quelqu'un avec qui je travaillais, un chef de service, on sera toujours plus intelligent à 30 dans une salle que tout seul dans son bureau. Donc, à partir du moment où même on ne maîtrise pas complètement le processus, on n'est pas designer, on n'a pas fait de formation, mais à partir du moment où on s'associe à plusieurs dans une entité pour dire tiens, on va changer de méthode de travail, et avec les outils qui existent, on peut commencer à faire des premiers pas. Forcément, il y a un moment où on doit passer un cap, et quand ça devient quelque chose de systématique, il faut se former, hein, c'est comme tout. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de passer le cap. Et à partir du moment où on associe tout le monde dans une bienveillance, on ne sera pas jugé parce qu'on n'aura pas réussi une chose individuellement. C'est l'expert qui vient, qui dit je vais trouver la solution, et puis finalement, il ne la trouve pas. Bon, c'est un peu problématique. Quand on est plusieurs à s'associer, je pense qu'on trouve toujours les solutions et le fait de travailler ensemble, ça décomplexe aussi le fait de ne pas être forcément l'expert en intelligence collective absolue qu'on rêvait, qu'on n'a pas pu avoir parce que la femme à côté était en surcharge d'occupation. Donc, c'est bien qu'il y ait des laboratoires aussi, des lieux, des tiers-lieux qui permettent à des équipes comme vous à l'étape, je pense, de se sortir hors des murs aussi. C'est important aussi de poser des réflexions en dehors des murs dans lesquels on est. C'est pas mal d'avoir des tiers-lieux, mais on peut très bien venir dans un tiers-lieu avec ses équipes et puis travailler chez vous une journée. Ça permet aussi un peu de sortir de son cadre et on peut le faire sur une demi-journée. On arrive sur le micro-sujet à trouver des solutions. C'est pas impossible. On sera ravis d'accueillir ces personnes à l'étape si elles souhaitent. C'est bien, vous avez des lieux pour. Exactement. Donc ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. J'ai bien eu de prêter à l'exercice ce matin et d'avoir partagé. Je crois que vous avez prochainement Noda qui vient vous voir. C'est ça, donc c'est ce que j'allais dire. On continue d'explorer la thématique de la pensée design vendredi prochain. Donc pas celui-là, mais celui-là, le 19. Pour rentrer dans le faire, comme vous dites, et donc commencer à pratiquer un peu pour ceux qui n'ont pas forcément eu l'occasion, ce qui est la pensée design appliquée. Donc, on aura la chance d'avoir l'équipe de Noda. Quand je me connecterai, ça me permettra de recroiser, puisque je l'ai déjà croisé dans ma vie antérieure. Entendu. Et toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre sont évidemment les bienvenus. On ouvre les inscriptions sur le LinkedIn de la Fabrique RH d'ici quelques jours, donc avec plaisir, pour vous accueillir à l'étape de faire découvrir les lieux et puis se pencher de manière très pratico-pratique sur la démarche de la pensée design. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Voilà.